Le silence de l'atelier était presque religieux, troublé seulement par le murmure lointain des touristes déambulant dans les ruelles pavées d'Uzès. Isoria Delambre effleura de ses doigts gantés la page jaunâtre du manuscrit du XVIIe siècle étalée devant elle. Chaque geste était calculé, précis, comme une danse millénaire entre la patience et l'art. « Encore toi !» murmura-t-elle en découvrant une tache d'encre ancienne qui s'étalait sur le parchemin tel un secret mal gardé. Restauratrice de manuscrits depuis 12 ans, Isoria avait appris à lire les blessures du temps. Les pages froissées, les mots effacés, les reliures défaites, tout lui parlait d'histoires interrompues, d'amour perdu, de vie suspendue. Peut-être était-ce pour cela qu'elle se sentait si à l'aise dans cet univers de fragments épars. Sa petite maison-atelier, nichée rue du Docteur Blanchard, respirait la tranquillité. Les murs de pierre claire gardèrent la fraîcheur même en plein été, et la lumière tamisée qui filtrait par les volets mi-clos créait une atmosphère presque monastique. Isoria avait choisi cette vie mesurée, cette existence de demi-teinte. Après, elle chassa cette pensée d'un geste agacé. Cela faisait 4 ans. 4 ans qu'elle avait fermé la porte sur cette partie d'elle-même qui avait osé rêver d'autre chose que de livres et de solitude. Le carillon de la cathédrale Saint-Théodorie sonna 18 heures. Isoria retira ses gants avec un soupir. Madame Peyron, sa voisine octogénaire, l'attendait sûrement avec un café trop fort et des nouvelles du quartier qu'elle feignait de écouter par politesse. En rangeant ses instruments de travail dans leur étui de velours noir, elle aperçut son reflet dans le petit miroir accroché près de la fenêtre. Ses cheveux châtains, toujours tirés en chignon strict, encadraient un visage aux traits fins que la concentration permanente avait légèrement durci. À 34 ans, elle portait déjà cette gravité particulière des femmes qui ont renoncé à certains rêves. « Tu ressembles à tes manuscrits », avait dit un jour sa sœur Océane lors de sa dernière visite, belle, mais sous verre, intouchable. Isoria enfila sa veste de lin beige et verrouilla soigneusement la porte de l'atelier. La place aux herbes bourdonnait encore de l'animation du marché du samedi. Les derniers marchands pliaient leurs étals dans un concert de bâches qui claquent et de caisses qui s'entrechoquent. Elle remonta l'avenue de la Libération d'un pas régulier, saluant au passage M. Castillon qui arrosait ses géraniums sur son balcon. Cette routine la rassurait, prévisible, sûre. Ce fut au croisement avec la route de Saint-Ambrois que tout bascula. La Citroën blanche surgit de nulle part, roulant bien trop vite pour cette route étroite. Isoria eut à peine le temps de tourner la tête vers les phares qui l'aveuglaient, un crissement de frein, un choc sourd, puis le noir. Dans sa dernière pensée consciente, étrangement, elle revit des mains fines et expertes qui savaient réparer ce qui était cassé. Des mains qu'elle avait aimées, puis fuyées, des mains qu'elle ne reverrait jamais, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les néons du bloc opératoire S éteignirent avec un claquement sec qui résonna dans le silence du couloir. Calixte Dervaux retira ses gants chirurgicaux d'un geste machinal, les muscles de ses épaules encore tendus après 3 heures d'intervention délicate. La greffe de nerfs sur la main droite de ce jeune maçon avait été un succès, mais l'épuisement pesait maintenant sur ses tempes. Il longea le corridor de chirurgie vers les ascenseurs, ses pas résonnant contre le carrelage blanc immaculé. L'hôpital d'Uzès respirait cette efficacité tranquille des établissements de province où chaque urgence trouvait sa place sans affolement. Calixte aimait cette atmosphère. Après 15 ans de médecine, il avait appris à distinguer le silence qui guérit de celui qui inquiète. Docteur Dervaux, la voix de Fabienne, l'infirmière chef, le rattrapa alors qu'il appuyait sur le bouton d'appel. Accident de la route aux urgences. Traumatisme crânien. Le docteur Moore demande si vous pouvez jeter un œil. Calixte hocha la tête sans même réfléchir. Cette disponibilité constante était devenue sa seconde nature, peut-être sa façon de fuir ses propres fantômes. J'arrive. L'ascenseur l'emmena au rez-de-chaussée dans un ronronnement familier. Les urgences bourdonnaient de leur activité habituelle du samedi soir. Quelques cas d'ivresse. Un enfant qui s'était ouvert le genou en tombant de vélo. Une dame âgée venue pour des palpitations qui s'avéraient être de l'anxiété. Salle 3, indiqua Moore en croisant Calixte près de l'accueil. Femme, 34 ans. Choc frontal. Scanner fait, pas d'hémorragie interne, mais elle reste inconsciente. Je voudrais ton avis. Calixte poussa la porte de la salle 3 d'un geste routinier. Son regard professionnel balaya d'abord les moniteurs, les courbes rassurantes du rythme cardiaque, la saturation en oxygène stable. Puis ses yeux descendirent vers la patiente allongée sur le brancard. Le monde s'arrêta. Isoria. Le stéthoscope glissa de ses doigts
et heurta le sol carrelé dans un bruit métallique qui résonna comme un glas. Ses jambes vacillèrent et il dut s'appuyer contre le chambranle pour ne pas s'effondrer. La femme qu'il avait aimée, perdue, tentée d'oublier pendant 4 interminables années, gisait là, inconsciente, le visage tuméfié par l'impact. « Vous la connaissez » demanda Moore, surpris par la réaction de son collègue. Calixte ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha lentement, comme un homme qui marche vers son propre jugement. Les cheveux châtains d'Isoria S. étalaient sur l'oreiller blanc, libérés de leur chignon habituel. Sa peau, d'ordinaire dorée par les après-midi passés dans son jardin, avait cette pâleur cireuse des grands chocs. « Nous nous sommes connus », murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible. Ses mains de chirurgien, si assurées quelques minutes auparavant, tremblaient maintenant alors qu'il prenait le dossier médical. Isoria Delambre, 34 ans, célibataire. Ce dernier mot lui serra la gorge d'une manière qu'il n'arrivait pas à comprendre. « Les constantes sont stables », reprit Moore, inconscient du drame qui se jouait à côté de lui. « Mais ce qui m'inquiète, c'est cette absence de réaction. Elle devrait avoir repris connaissance. » Calixte s'approcha encore, jusqu'à pouvoir sentir le parfum délicat qui émanait encore d'elle malgré l'accident. Cette fragrance de jasmin et de papier ancien qu'il avait tant aimé et qui hantait encore parfois ses nuits d'insomnie. Il observa son visage avec l'attention minutieuse du professionnel, mais ses yeux de médecin ne pouvaient ignorer ce que son cœur reconnaissait, la petite cicatrice près de la tempe droite, souvenir d'une chute de vélo dans l'enfance. La façon dont ses cils projetaient une ombre délicate sur ses joues, cette bouche qu'il avait embrassée 1000 fois et qui lui avait dit adieu dans un silence de mort. « Je vais m'occuper de son suivi », déclara-t-il d'une voix qu'il espérait ferme. Moore haussa les sourcils. « Vous êtes sûr? Vous n'avez pas l'air... » « J'en suis sûr. » Resté seul avec elle, Calixte s'assit sur la chaise de plastique blanc près du lit. Pour la première fois depuis des années, il ôta sa blouse et la posa soigneusement sur le dossier. Puis, avec une délicatesse infinie, il posa sa main sur celle d'Isoria. « Qu'est-ce que tu faisais sur cette route ?» chuchota-t-il dans le silence de la salle d'urgence. Au dehors, la nuit tombait sur Uzès et avec elle, le poids d'un passé qui refusait de rester enterré. Mais certains silences sont plus dangereux que tous les mots. Le réveil fut comme une remontée depuis les profondeurs d'un lac noir. Isoria émergea lentement, portée par des voix lointaines qui se précisaient peu à peu. D'abord, ce fut la rumeur familière d'un hôpital, le bip régulier des moniteurs, le froissement des blouses, les pas feutrés sur le linoléum. Puis, progressivement, elle prit conscience de son corps, mal de tête lancinant, goût métallique dans la bouche, membres lourds comme du plomb. « Elle revient à elle », murmura une voix féminine qu'elle ne reconnut pas. Isoria tenta d'ouvrir les yeux, mais la lumière blanche du plafond l'agressa immédiatement. Elle gémit faiblement, portant instinctivement la main à son front, où elle sentit un pansement rêche sous ses doigts. « Doucement, Madame Delambre, vous avez eu un accident. Vous êtes à l'hôpital d'Uzès. L'accident. » Les souvenirs revinrent par fragments. La Citroën blanche, les phares aveuglants, le choc. Elle tenta de se redresser, mais une main ferme mais douce la maintint allongée. « Je suis le docteur Moore. Comment vous sentez-vous ?»« J'ai mal partout, » articula-t-elle avec difficulté, sa voix éraillée par les heures d'inconscience. Le médecin, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants, lui adressa un sourire rassurant. « C'est normal après un tel choc. Vous avez une commotion cérébrale, mais pas de fracture. Vous avez eu de la chance. » De la chance. Le mot lui parut ironique, alors qu'elle découvrait son reflet dans le miroir que lui tendait l'infirmière. Son visage était marqué d'échymoses violacées, sa lèvre inférieure enflée. Elle ressemblait à ces manuscrits abîmés qu'elle passait des mois à restaurer. « Combien de temps ai-je été ?»« 16 heures. Nous étions inquiets. Vous ne réagissiez plus. Heureusement, mon collègue chirurgien a insisté pour vous garder en observation. » Un collègue chirurgien, Isoria, fronça les sourcils, cherchant à comprendre pourquoi cette information lui semblait importante. Mais la douleur dans sa tête l'empêchait de réfléchir clairement. « Vos proches sont prévenus ?» demanda l'infirmière en vérifiant la perfusion. Isoria ferma les yeux. Des proches. Sa sœur Océane vivait à Marseille avec ses jumeaux. Ses parents étaient repartis en croisière sur la Méditerranée. Qui d'autre? Madame Perron, sa voisine, qui devait s'inquiéter de ne pas la voir rentrer. Quelques collègues restaurateurs dispersés dans toute la France. Une vie si ordonnée qu'elle tenait dans un carnet d'adresses à peine rempli. « Ma sœur », murmura-t-elle en donnant le numéro d'Océane. Le docteur Moore nota l'information sur son bloc.
Parfait. En attendant, vous devez vous reposer. Nous allons vous garder encore 48 heures en observation. » Lorsqu'ils quittèrent la chambre, Hisoria se retrouva seule face au silence hospitalier. Par la fenêtre, elle apercevait les toits de tuiles rouges d'Uzès baignés par la lumière dorée du matin. Sa ville, ses rues familières, son petit monde protégé qui avait failli la perdre. Elle ferma les yeux et laissa les larmes couler silencieusement sur ses joues. Pas des larmes de douleur physique, mais quelque chose de plus profond. L'accident avait agi comme un révélateur brutal. Elle était seule, vraiment seule. À 34 ans, elle n'avait personne à qui manquer vraiment. Personne qui se réveillerait en panique en ne la voyant pas rentrer. Personne dont elle serait le premier nom sur la liste des contacts d'urgence. Cette pensée lui fit plus mal que toutes ses blessures. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. « Entrez !» dit-elle en s'essuyant rapidement les yeux. Un homme en blouse blanche apparut dans l'embrasure. Grand, les cheveux châtains légèrement argentés aux tempes, des yeux gris qu'elle connaissait trop bien. Son cœur s'arrêta une seconde avant de repartir à un rythme effréné. Calixte, il se tenait là, immobile, comme pétrifié par sa propre audace. Dans ses mains, il tenait un dossier médical qu'il serrait si fort que ses jointures étaient de blanches. « Bonjour, Hisoria », dit-il d'une voix si basse qu'elle dut tendre l'oreille pour l'entendre. 4 ans, 4 années de silence, d'évitement, de détours par d'autres rues pour ne pas croiser son chemin. Et maintenant, il était là, à moins de 3 mètres d'elle, dans cette chambre d'hôpital où elle se sentait si vulnérable. Calixte. Son prénom franchit ses lèvres comme une prière ou une malédiction. Elle ne savait plus. Il s'approcha lentement, ses pas mesurés comme ceux d'un homme qui marche sur un champ de mine. « Comment vous sentez-vous » ? « Vous » il la vous voyait maintenant. Cette distance polie était plus douloureuse que toutes les accusations qu'elle avait imaginées. « Ça va » mentit-elle, alors que tout en elle s'effondrait à nouveau. Il hocha la tête, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis se ravisa. Le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit. « Je vais m'occuper de votre suivi médical », finit-il par annoncer d'un ton professionnel. « Non », le mot jaillit d'elle sans réflexion. « Je préfère un autre médecin. » Pour la première fois depuis son entrée, Calixte la regarda vraiment dans les yeux. Et dans ce regard, elle lut une douleur si profonde qu'elle dut détourner la tête. « Comme vous voudrez », murmura-t-il avant de faire demi-tour vers la porte. Mais au moment de sortir, il s'arrêta sans se retourner. « Je suis content que vous alliez bien, Hisoria. Vraiment. » Et dans le couloir de l'hôpital, certaines portes se referment plus fort que d'autres. Le café de la machine automatique avait un goût amer qui collait parfaitement à l'humeur de Calixte. Assis dans la salle de repos du personnel, il fixait le gobelet en plastique blanc sans le voir vraiment. À travers la cloison mince, il entendait les bruits familiers du service. Sonnette d'appel, conversation feutrée, roulement de chariot sur le linoléum. « Vous avez une mine épouvantable. » Eliane Rouvier se tenait dans l'embrasure de la porte, impeccable dans son tailleur gris anthracite. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon strict qui accentuait la finesse de ses traits. À 42 ans, cette avocate spécialisée en droit médical avait cette assurance tranquille des femmes qui maîtrisent leur existence dans les moindres détails. « Merci pour ce diagnostic encourageant », répondit Calixte sans lever les yeux. Eliane s'approcha et posa une main manucurée sur son épaule. Ils se fréquentaient depuis 8 mois maintenant. Une relation confortable, faite de dîners dans de bons restaurants, de week-ends à Avignon, de conversations intelligentes sur des sujets qui n'engageaient jamais vraiment. Elle était tout ce qu'un homme de 40 ans pouvait espérer, belle, indépendante, sans complications émotionnelles. « La nuit a été difficile ?» demanda-t-elle en s'asseyant face à lui. « Chirurgie d'urgence. 3 heures d'intervention. » Eliane hocha la tête avec cette compréhension mesurée qu'elle affichait toujours face aux contraintes du métier de Calixte. Hélène n'était pas femme à faire des scènes de jalousie envers un scalpel ou des patients. « J'ai réservé une table chez Parenthèse pour ce soir, 20 heures. » Calixte releva enfin la tête. « Ce soir, nous devions parler de nos projets d'été, vous vous souvenez? La maison que mes parents nous prêtent en Luberon? Nos projets. » Cette façon qu'avait Eliane de planifier leur vie commune avec la même efficacité qu'elle gérait ses dossiers juridiques. Calixte appréciait cette prévisibilité, cette absence de chaos sentimental. « Jusqu'à ce matin. Je ne pourrai pas ce soir, » dit-il en évitant son regard. « Une urgence? Non. J'ai besoin de réfléchir. » Eliane arqua un sourcil. En 8 mois de relation, Calixte ne lui avait jamais fait faux bond pour le réfléchir.
Il était l'homme le plus ponctuel, le plus fiable qu'elle avait rencontré. Cette soudaine imprévisibilité l'inquiéta plus qu'elle ne voulut l'admettre. Réfléchir à quoi? Calixte se leva et jeta son gobelet dans la poubelle d'un geste plus brusque que nécessaire. Comment expliquer qu'en l'espace de quelques heures, sa vie soigneusement ordonnée venait de basculer? Qu'une femme qu'il croyait avoir oubliée venait de réapparaître comme un fantôme de chair et d'os, et surtout qu'elle avait refusé ses soins avec une froideur qui l'avait transpercé. « À nous », finit-il par répondre. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il sembla absorber tous les bruits du couloir. Eliane croisa les jambes, ce geste automatique qu'elle faisait toujours quand elle se préparait à un interrogatoire serré. Il s'est passé quelque chose. Ça n'était pas une question. Eliane avait cette capacité d'avocate à déceler les failles dans les témoignages. Calixte se sentit soudain comme un suspect face à un procureur trop perspicace. Une patiente, quelqu'un que j'ai connu avant. Avant nous? Bien avant nous. Eliane se leva à son tour, lissant sa jupe d'un geste machinal. Cette personne compte encore pour vous. Encore. Le mot resta suspendu entre eux comme une évidence que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Calixte observa cette femme qu'il respectait, qu'il appréciait, avec qui il avait envisagé un avenir raisonnable. Eliane méritait mieux qu'un homme hanté par ses fantômes. « Je ne sais pas », avoua-t-il avec une sincérité qui les surprit tous les deux. « Très bien. » Eliane ramassa son sac à main en cuir noir, vérifia que ses clés s'y trouvaient. « Appelez-moi quand vous saurez. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Calixte, cette personne, elle vous a fait beaucoup de mal, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas, mais son silence valait tous les aveux. « Faites attention à vous, » murmura Eliane avant de disparaître dans le couloir. Resté seul, Calixte s'affaissa sur sa chaise. À travers la fenêtre de la salle de repos, il apercevait les toits d'Uzès sous le soleil de fin d'après-midi. Quelque part dans cet hôpital, Isoria se remettait de ses blessures, refusant probablement de penser à lui autant qu'il pensait à elle. Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'au nom du docteur Bertrand, son confrère neurologue. En quelques mots, il lui transféra le suivi médical d'Isoria. Une décision professionnelle, logique, respectueuse de la volonté de la patiente. Mais en raccrochant, Calixte comprit qu'il venait peut-être de commettre l'erreur de sa vie. Car certaines distances sont plus dangereuses que toutes les proximités. Tu es certaine que ça va aller? Océane Delambre observait sa sœur avec cette inquiétude protectrice qu'elle affichait depuis l'enfance. Ses cheveux bouclés, identiques à ceux d'Isoria mais coupés courts par praticité, encadraient un visage fatigué par le voyage nocturne depuis Marseille. « Je vais très bien », mentit Isoria en boutonnant sa chemise de lin froissé. Ses gestes étaient encore lents, précautionneux, comme si son corps ne lui appartenait plus tout à fait. « Très bien, avec un pansement sur le front et des bleus partout ?» Océane ramassa les affaires de sa sœur éparpillées dans le petit placard de la chambre d'hôpital. « Tu devrais venir quelques jours à Marseille. Les jumeaux seraient ravis de te voir, et tu pourrais te reposer vraiment. » Isoria secoua la tête en glissant ses pieds dans ses ballerines de cuir beige. Retourné dans l'agitation permanente du foyer d'Océane, entre Théo et Maxime qui se chamaillaient sans cesse, et Guillaume qui rentrait épuisé de ses journées de professeur. Non, elle avait besoin de son silence, de ses repères, de sa solitude organisée. « J'ai du travail. Le manuscrit de Montpellier doit être terminé avant la fin du mois. Tes manuscrits peuvent attendre. » Océane s'arrêta de plier les vêtements et se tourna vers sa sœur. « Tu as failli mourir, Isoria. Tu te rends compte ?» Cette vérité brutale résonna dans la petite chambre comme un écho de la nuit précédente. Isoria s'assit lourdement sur le lit défait, soudain submergée par la réalité de ce qui venait de lui arriver. 48 heures plus tôt, elle vivait sa vie tranquille de restauratrice. Et maintenant, le docteur Bertrand dit que je peux sortir. Les examens sont bons. Elle évita soigneusement de mentionner que ce N n'était pas le médecin initialement prévu pour son suivi. Et après, tu retournes chez toi comme si de rien n'était. Océane s'assit à côté d'elle, posant une main douce sur son bras. À 42 ans, l'aînée des sœurs Delambre avait gardé cette tendresse maternelle qui l'avait toujours poussée à protéger Isoria des écorchures de la vie. Tu sais, tu n'es pas obligé de vivre comme une nonne. Maman s'inquiète pour toi. Papa aussi, même s'il le dit jamais. Maman s'inquiète pour tout le monde. C'est son métier. Et pour toi, c'est différent. Océane hésita, puis se lança. Elle dit que tu t'es fermé après ton histoire avec... Comment il s'appelait déjà? Le chirurgien? Calixte? Son prénom explosa dans l'esprit d'Isoria comme une bombe à retardement. Elle revit son visage de la veille,
cette douleur qu'elle avait lue dans ses yeux gris quand elle avait refusé ses soins. Pourquoi avait-elle été si cruelle? Par fierté? Par peur? Ça n'a rien à voir, murmura-t-elle. Tout a toujours à voir avec tout, petite sœur. Océane se leva et tendit son sac à Issoria. Mais je te connais. Tu vas rentrer chez toi, t'enfermer dans ton atelier et faire comme si cet accident était juste un mauvais moment à oublier. Elles quittèrent la chambre en silence, longeant les couloirs de l'hôpital que Issoria espérait ne plus jamais revoir. À l'accueil, une infirmière lui remit ses papiers de sortie et une ordonnance pour des antalgiques. « Le docteur Bertrand souhaite vous revoir dans une semaine », précisa-t-elle. Pour un contrôle. En signant les documents, Issoria sentit un regard sur elle. Elle leva les yeux et aperçut, à l'autre bout du hall, une silhouette familière. Calixte se tenait près des ascenseurs en conversation avec un collègue. Il ne la regardait pas, mais elle était certaine qu'il l'avait vue. « Issoria ?» Océane suivit son regard. « Tu connais ce médecin ?»« Sanansu » répondit-elle trop vite. « Personne. » Mais alors qu'elle franchissait les portes automatiques de l'hôpital, Issoria ne put s'empêcher de se retourner. Calixte était maintenant seul près des ascenseurs, et cette fois, il la regardait. À travers la baie vitrée, leurs yeux se croisèrent pendant une fraction de seconde qui sembla durer une éternité. Puis, les portes se refermèrent, et il disparut. « Tu es sûre que ça va ?» demanda Océane, en démarrant sa Peugeot. « Tu es toute pâle. C'est la fatigue. » Le trajet jusqu'à la rue du docteur Blanchard se déroula dans un silence ponctué seulement par les commentaires d'Océane sur la circulation, le temps, les travaux qui n'en finissaient jamais sur l'avenue de la Libération. Issoria écoutait d'une oreille distraite, l'esprit hanté par ce regard échangé dans le hall d'hôpital. Quand elles arrivèrent devant la petite maison atelier, Madame Peyron surgit de chez elle comme un diable de sa boîte. « Mon Dieu, ma petite Issoria, quelle frayeur vous m'avez faite! J'ai appelé les gendarmes quand je ne vous ai pas vu rentrer samedi soir. » La vieille dame se précipita vers elle, ses pantoufles claquant sur les pavés inégaux. Ses cheveux blancs, habituellement tirés en chignon, s'échappaient de leurs épingles dans sa précipitation. « C'est gentil, Madame Peyron. Je vais bien maintenant. »« Bien? Regardez-moi cette figure. Et ce pansement. Mon pauvre mari, que Dieu ait son âme, disait toujours que ces routes de campagne étaient un piège mortel. » Océane aida Issoria à rentrer ses affaires, puis la serra longuement dans ses bras sur le pas de la porte. « Appelle-moi, tous les jours. Au moindre problème, tu m'appelles, d'accord? Promis. » Quand sa sœur eut disparu au bout de la rue, Issoria se retrouva seule dans son atelier silencieux. Le manuscrit du XVIIe siècle l'attendait toujours sur sa table de travail, figé dans le temps comme elle l'avait laissé samedi après-midi. Mais en s'asseyant devant, elle comprit qu'elle ne pourrait pas reprendre comme si de rien n'était. Pas encore. Certains retours à la normale sont plus difficiles que tous les changements. Les mots dansaient devant ses yeux comme des insectes affolés. Issoria cligna plusieurs fois des paupières, mais les lettres gothiques du manuscrit de Montpellier refusaient de reprendre leur forme familière. Cela faisait 3 heures qu'elle tentait de se concentrer sur la restauration d'une enluminure du XIVe siècle et 3 heures que son esprit vagabondait ailleurs. Elle posa délicatement son pinceau fin et se massa les tempes. Le médecin l'avait prévenu. Les séquelles d'un traumatisme crânien pouvaient inclure des troubles de la concentration. Mais elle savait que ce N n'était pas uniquement la faute de l'accident. C était ce regard. Ce maudit regard échangé dans le hall de l'hôpital qui la hantait depuis 4 jours. La sonnerie du téléphone la fit sursauter. Sur l'écran s'affichait un numéro qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Issoria Delambre. Mademoiselle Delambre, professeur Archambault, directeur des manuscrits anciens à la bibliothèque Sécano d'Avignon. Issoria se redressa instinctivement. Le professeur Archambault était une légende dans le milieu de la restauration, un homme dont le simple nom ouvrait toutes les portes des plus prestigieuses collections européennes. J'ai eu l'occasion d'admirer votre travail sur les parchemins de Nîmes l'année dernière. Remarquable. Merci, professeur. Je vous appelle pour une proposition qui pourrait vous intéresser. Nous avons acquis récemment une collection exceptionnelle de manuscrits baroques provenant d'un couvent cistercien. Le travail de restauration nécessiterait environ 6 mois, sur place à Avignon. 6 mois à Avignon. Issoria sentit son cœur s'accélérer. Une opportunité pareille ne se présentait qu'une fois dans une carrière. La collection Ceccano était réputée dans le monde entier. C'est un honneur, professeur. Excellent. Nous pourrions nous rencontrer la semaine prochaine pour discuter des détails. Disons mercredi, 14 heures. Après avoir raccroché, Issoria resta immobile dans son atelier silencieux. 6 mois à Avignon.
Une nouvelle chance, un nouveau départ. Loin d'Uzès, loin de ses souvenirs, loin de lui. Elle regarda autour d'elle les murs de pierre claire qui l'avaient protégée pendant toutes ces années. Les étagères remplies de ses outils, les bocaux de pigments anciens, la lumière tamisée qui filtrait par les volets mi-clos. Cet endroit était sa tanière, son refuge, mais peut-être aussi sa prison. Un coup à la porte la tira de ses réflexions. « Entrez. »« Issoria ?» Madame Perron passa la tête dans l'embrasure, ses cheveux blancs parfaitement ordonnés pour une fois. « Je vous dérange ?»« Pas du tout. »« Entrez donc, Madame Perron. » La vieille dame s'avança prudemment, intimidée par l'atmosphère studieuse de l'atelier. Elle tenait à la main une assiette recouverte d'un torchon à carreaux. « Je vous ai fait des canistrelli, mes biscuits corses, vous savez, pour vous remonter. C'est très gentil. » Issoria souleva le torchon et huma l'odeur d'anis et de citron qui s'en échappait. « Vous voulez un café ? » ?»« Oh, je ne voudrais pas vous déranger dans votre travail. Vous ne me dérangez pas. » Au contraire. Elles s'installèrent dans le petit coin salon que Issoria avait aménagé près de la fenêtre. Madame Perron accepta une tasse de café en observant discrètement les manuscrits étalés sur la table de travail. « Vous savez, dit-elle en trempant un biscuit dans son café, j'ai repensé à votre accident. Cette route de Saint-Ambrois, je l'ai toujours trouvée dangereuse. Surtout le soir. J'aurais dû faire plus attention. Bah, on ne peut pas tout prévoir dans la vie. » Madame Perron la regarda par-dessus sa tasse. « D'ailleurs, en parlant d'imprévu, j'ai croisé le docteur Dervaux au marché ce matin. » Issoria faillit étrangler avec son café. « Le docteur Dervaux ?»« Oui, le chirurgien de l'hôpital. Un bel homme, d'ailleurs. Très distingué. Il m'a demandé de vos nouvelles. Il vous a demandé de mes nouvelles ? Oh, rien d'indiscret. Juste si vous vous remettiez bien de votre accident. J'ai trouvé ça très attentionné de sa part. » Madame Perron posa sa tasse et regarda Issoria avec cette perspicacité que lui donnaient ses 80 ans d'observation du genre humain. « Vous le connaissez, n'est-ce pas ?» Issoria baissa les yeux vers ses mains qui tremblèrent légèrement. « Nous nous sommes connus autrefois. » Autrefois. Madame Perron répéta le mot comme s'il avait un goût particulier. « C'est drôle, l'autrefois. On croit l'avoir enterré et puis il ressurgit au moment où on s'y attend le moins. Madame Perron, mon défunt mari me disait toujours « Fernande, les regrets, c'est comme les mauvaises herbes. Plus on les ignore, plus ils poussent. » La vieille dame se leva, lissa sa jupe de laine grise et ramassa son assiette vide. « Merci pour le café, ma petite, et n'oubliez pas de manger mes biscuits. Vous avez besoin de reprendre des forces. » Après son départ, Issoria resta assise près de la fenêtre, regardant les toits d'Uzès sous le soleil de fin d'après-midi. Calixte avait demandé de ses nouvelles. Cette information simple la bouleversait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle pensa à l'offre du professeur Archambault. Avignon, une nouvelle vie, une échappatoire élégante à cette situation impossible. Mais, en fermant les yeux, elle revit le regard de Calixte dans le hall de l'hôpital. Cette douleur qu'elle y avait lue, et qui ressemblait tant à la sienne. Peut-être que Madame Perron avait raison, peut-être que certaines mauvaises herbes méritaient d'être arrachées plutôt qu'ignorées. Ou peut-être qu'il était temps de prendre le large. Car fuir n'est parfois qu'une autre façon de choisir. Le cabinet du docteur Bertrand sentait l'antiseptique et le cuir vieilli. Issoria observait les diplômes encadrés qui ornèrent les murs, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle n'aurait jamais dû accepter ce rendez-vous de contrôle. Pas ici, pas dans cet hôpital où chaque couloir risquait de la confronter à lui. « Les examens sont parfaits », déclara le neurologue en refermant son dossier. « Plus aucune trace de commotion. Vous pouvez reprendre une activité normale. Merci, docteur. » Cependant, il retira ses lunettes et la regarda attentivement. « Vous semblez tendu. Des insomnies, de l'anxiété? C'est courant après un traumatisme. » Issoria secoua la tête. Comment expliquer que son anxiété n'avait rien à voir avec l'accident, mais tout avec l'homme qu'elle risquait de croiser en sortant de ce bureau? « Je vais très bien. Parfait. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de vous revoir. » Le docteur Bertrand se leva et lui tendit la main. « Prenez soin de vous, mademoiselle Delambre. » En quittant le cabinet, Issoria longea les couloirs familiers avec la sensation de être une fugitive. À chaque pas, elle s'attendait à voir apparaître la silhouette de Calixte. Mais elle atteignit l'ascenseur sans encombre, le cœur battant comme celui d'une voleuse qui vient de échapper aux gendarmes. Les portes de métal coulissèrent dans un chuintement et révélèrent Calixte. Il se tenait au fond de la cabine, en blouse blanche, tenant à la main un café fumant. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla se figer.
Isoria sentit ses jambes se dérober sous elle. « Bonjour », dit-il simplement. « Bonjour ». Elle entra dans l'ascenseur en évitant soigneusement de le frôler, s'adossant contre la paroi opposée. L'espace confiné amplifiait sa présence, son parfum discret d'eau de toilette masculine, le bruit de sa respiration. 6 étages à descendre, une éternité. « Oh, comment allez-vous » demanda-t-il alors que l'ascenseur entamait sa descente. « Mieux. Le docteur Bertrand vient de me donner mon bon de sortie définitif. Tant mieux. » Le silence retomba, ponctué seulement par le ronronnement de la machinerie. Isoria fixait les chiffres lumineux qui s'égrenaient lentement. 5e étage, 4e, Isoria. Sa voix était si basse qu'elle dut tendre l'oreille pour l'entendre. Elle se tourna vers lui malgré elle. Il la regardait avec une intensité qui la bouleversa. « Je voulais m'excuser. Pour l'autre jour, je n'aurais pas dû m'imposer pour votre suivi médical. »« Vous ne vous êtes pas imposé. »« Si. » Il but une gorgée de café comme pour se donner une contenance. « J'ai agi en fonction de mes sentiments, pas en professionnel. » C était déplacé. Ses sentiments. Ces mots résonnèrent en elle comme un écho douloureux. 3e étage. 2e. Calixte, Non, laissez-moi finir. Il se rapprocha légèrement et Isoria sentit son parfum l'envelopper. Je sais que nous ne nous sommes pas quittés dans de bonnes conditions. Je sais que j'ai dit des choses qui vous ont blessé. Mais quand je vous ai vue sur ce brancard, inconsciente, sa voix se brisa légèrement. 1er étage. J'ai eu peur de vous perdre définitivement. Les portes s'ouvrirent sur le hall d'accueil avec un tintement cristallin. Isoria sortit précipitamment, mais la voix de Calixte la rattrapa. « Isoria, attendez !» Elle se retourna. Il était sorti de l'ascenseur et se tenait à quelques mètres d'elle, son gobelet de café à la main. Autour d'eux, la vie de l'hôpital continuait. Patients qui déambulaient, familles inquiètes, personnel médical affairé. « Je pars !» dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « Vous partez ?»« J'ai reçu une proposition de travail. À Avignon, 6 mois, peut-être plus. » Quelque chose passa dans les yeux de Calixte. De la surprise, de la douleur. Elle n'eut pas le temps de l'analyser. « C'est une belle opportunité pour vous. »« Oui, quand ? Bientôt ? La semaine prochaine, je rencontre le directeur de la collection. » Il hocha la tête lentement, comme un homme qui digère une information difficile. « Alors, je vous souhaite bonne chance. » Il fit mine de s'éloigner, puis s'arrêta. « Isoria ? Oui ? Ce qui s'est passé entre nous, ce n'était pas de votre faute. Rien n'était de votre faute. Je voulais que vous le sachiez. » Avant qu'elle puisse répondre, il disparut dans la foule du hall, la laissant seule avec ces mots qui résonnaient en elle comme une énigme. Rien n'était de sa faute, mais alors, de quoi parlait-il ? Quel secret portait-il depuis toutes ces années ? En sortant de l'hôpital, Isoria sentit que quelque chose venait de se fissurer dans sa résolution de partir. Une petite brèche dans sa certitude par laquelle s'infiltrait une question vertigineuse. Et si elle ne connaissait pas toute la vérité sur leur rupture ? Et si, depuis 4 ans, elle haïssait Calixte pour les mauvaises raisons? Mais certaines vérités attendent le bon moment pour éclater. La bibliothèque Sécano d'Avignon se dressait comme une forteresse de pierre claire sous le soleil de Provence. Isoria gravit les marches du perron avec une détermination qu'elle s'efforçait de ressentir. 3 jours avaient passé depuis sa rencontre avec Calixte dans l'ascenseur, 3 jours à retourner ces paroles énigmatiques dans sa tête comme un puzzle dont il manquerait des pièces essentielles. Rien n'était de votre faute. Ces mots la hantaient, remettant en question 4 années de certitude bâties sur sa blessure et sa colère. Mais aujourd'hui, elle devait se concentrer sur l'avenir, sur cette opportunité qui pouvait la sortir définitivement de l'impasse où elle s'enlisait. Le professeur Archambault l'attendait dans son bureau, une pièce haute de plafond dont les murs disparaissaient sous les rayonnages de livres anciens. C'est était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés soigneusement peignés en arrière, qui dégageait cette autorité tranquille des grands érudits. « Mademoiselle Delambre, quel plaisir de vous rencontrer enfin !» Il l'invita à s'asseoir dans un fauteuil de cuir fauve, face à son bureau encombré de manuscrits. L'odeur du papier ancien et de l'encre séchée flottait dans l'air comme un parfum familier. « J'ai étudié votre dossier avec attention. Votre travail sur les palimpsestes de Nîmes était remarquable. Cette technique de révélation des textes effacés, fascinant. Merci, professeur. Permettez-moi de vous présenter le projet qui nous occupe. » Il ouvrit un épais dossier et en sortit plusieurs photographies. 37 manuscrits du XVIe au XVIIIe siècle provenant de l'abbaye cistercienne de Sénanque. Des œuvres théologiques, mais aussi des traités de botanique, des chroniques
et même quelques textes profanes qui avaient dû être cachés lors des persécutions. Isoria examina les clichés avec l'œil expert de la professionnelle, les reliures de cuir patiné, les enluminures délicatement ouvragées, les parchemins aux bords festonnés par le temps, un trésor inestimable qu'il appelait déjà. L'état de conservation varie énormément, poursuivit Archambault. Certains sont en parfait état, d'autres ont souffert de l'humidité, des insectes, parfois même de tentatives de restauration malheureuses au XIXe siècle. Combien de temps estimez-vous pour l'ensemble? 6 mois minimum, peut-être 8, selon la complexité des interventions. Il la regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Nous vous proposons un logement de fonction dans le centre historique d'Avignon, et bien sûr un salaire à la hauteur de la mission. L'offre était généreuse, presque trop belle pour être vraie. Isoria sentit une partie d'elle-même s'enthousiasmer à la perspective de plonger dans ce travail passionnant, loin de ses tourments personnels. C'est très alléchant, admit-elle. Mais Archambault avait cette perspicacité que donnent des décennies passées à observer les hésitations humaines. Mais j'aurais besoin de quelques jours pour réfléchir, pour organiser mon départ d'Uzès. Naturellement, prenez le temps qu'il vous faut. Cependant, j'aimerais pouvoir démarrer le chantier avant la fin du mois. En quittant la bibliothèque, Isoria flâna dans les rues pavées d'Avignon. La ville bourdonnait de cette animation particulière aux cités touristiques. Terrasses de café bondées, boutiques de souvenirs, guides qui menèrent leurs troupeaux vers le palais des papes. Elle s'imagina vivant ici, découvrant chaque matin un nouveau détail architectural, s'installant dans ses habitudes de solitaire dans un décor différent. Ce serait un nouveau départ, une page blanche. Mais en s'arrêtant devant la devanture d'une librairie spécialisée en livres anciens, elle aperçut son reflet dans la vitrine. Ce visage marqué par l'accident, ses yeux cernés par les nuits d'insomnie. Pouvait-on vraiment fuir son passé en changeant simplement de décor? Son téléphone vibra. Un message d'Océane. « Comment s'est passé ton rendez-vous? Tu as dit oui ?» Isoria contempla l'écran sans répondre. Comment expliquer à sa sœur qu'elle n'arrivait pas à se décider, qu'une partie d'elle voulait saisir cette chance, tandis qu'une autre restait accrochée à Uzès comme un naufragé à son épave? Elle s'installa à la terrasse d'un café de la place de l'Horloge et commanda un café serré. Autour d'elle, la vie suivait son cours. Couples d'amoureux qui se promenaient main dans la main, familles avec leurs enfants bruyants, groupes d'amis qui riaient aux éclats. Toute cette humanité qui semblait savoir où elle allait, tandis qu'elle restait figée dans son indécision. « Rien n'a été de votre faute. » Ces mots de Calixte revinrent la hanter. Que cachait-il? Quel secret avait-il gardé pendant toutes ces années? Et surtout, avait-elle le droit de partir sans connaître la vérité? En rentrant à Uzès en fin d'après-midi, Isoria prit une décision. Avant de pouvoir envisager l'avenir, elle devait comprendre le passé. Elle devait avoir cette conversation qu'ils avaient évitée depuis 4 ans. Elle devait affronter Calixte, pas comme une patiente dans un hôpital, pas dans l'urgence d'une rencontre fortuite, mais d'égal à égal, adulte à adulte, cœur à cœur, quitte à rouvrir des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Car certaines portes ne peuvent se fermer définitivement qu'après avoir été grandes ouvertes. L'adresse griffonnée sur le bout de papier menait à un petit appartement de la rue des Remparts, près du jardin public d'Uzès. Isoria resta immobile devant la porte en bois peint, le cœur battant si fort qu'elle était certaine que tout le quartier pouvait l'entendre. Elle avait mis 2 jours à trouver le courage de venir ici, 2 jours à répéter mentalement ce qu'elle allait lui dire. Maintenant qu'elle y était, tous ces beaux discours évaporaient. Elle appuya sur la sonnette avant de changer d'avis. Des pas résonnèrent à l'intérieur, puis la porte s'ouvrit sur Calixte en jean et pull de laine gris. Sans sa blouse blanche, il paraissait plus jeune, plus vulnérable. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de passer la main dedans par nervosité. « Isoria ?» La surprise se lisait dans ses yeux gris. « Comment avez-vous eu mon adresse ?» L'annuaire. Elle se sentait stupide, plantée là sur son paillasson comme une vendeuse de produits d'entretien. « Je peux entrer ? Il faut qu'on parle. » Il hésita une fraction de seconde, puis s'effaça pour la laisser passer. L'appartement était spartiate mais chaleureux. Quelques meubles de bonne qualité, des livres partout, une guitare posée dans un coin. Au mur, des reproductions de œuvres de Monet et de Renoir. Isoria reconnut ses goûts d'autrefois, cette élégance simple qu'elle avait aimée. « Vous voulez boire quelque chose ?»« Non, merci. » Elle resta debout au milieu du salon, trop tendue pour s'asseoir. « Calixte, l'autre jour à l'hôpital, vous avez dit que rien n'était de ma faute. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?»
Il se passa la main dans les cheveux, ce geste qu'elle connaissait si bien et qui trahissait son embarras. Isoria, non, cette fois, vous allez répondre. Sa voix tremblait, mais elle la força à rester ferme. Pendant 4 ans, j'ai cru que vous ne vouliez pas d'enfant parce que vous ne m'aimiez pas assez pour en avoir avec moi. J'ai cru que J était juste une passade, quelqu'un d'assez bien pour partager votre lit mais pas votre vie. Ce N était pas ça. Alors quoi? Les mots jaillissaient d'elle, comme un barrage qui cède. Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi vous m'avez dit avec tant de froideur que vous ne vouliez jamais d'enfant. Expliquez-moi pourquoi vous m'avez laissé partir sans un mot. Calixte s'affaissa dans son fauteuil, le visage entre les mains. Quand il releva la tête, ses yeux étaient brillants, parce que Gigi était lâche. Lâche? Assieds-toi, s'il te plaît. Il était repassé au tutoiement sans s'en rendre compte. Ce que j'ai à te dire, ce n'est pas facile. Isoria s'installa sur le bord du canapé, tous ses muscles tendus comme ceux d'un animal prêt à fuir. Les 3 semaines avant notre dispute, j'avais passé des examens médicaux, des examens de fertilité. Sa voix était si basse qu'elle dut tendre l'oreille. Les résultats étaient informels. J était stérile. Le monde sembla s'arrêter autour d'Isoria. Quoi? Stérilité masculine d'origine génétique. Aucun traitement possible. Il la regardait avec une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Tu rêvais d'avoir des enfants, Isoria. Tu en parlais avec tant de joie, tant d'impatience. Comment pouvais-je t'annoncer que je ne pourrais jamais te les donner? Vous auriez pu. Nous aurions pu. Quoi? Adopter? Faire une PMA? Il secoua la tête. J'ai été égoïste. J'ai préféré te mentir, te faire croire que C était un choix, plutôt que d'avouer que J était défaillant. Défaillant. Isoria se leva d'un bond, la colère et la peine se mêlant dans sa poitrine. Vous vous êtes senti défaillant, alors vous avez préféré me briser le cœur. Je voulais te libérer. Te laisser la possibilité de trouver quelqu'un qui pourrait te donner la famille que tu méritais. Et qui vous a demandé de prendre cette décision pour moi? Sa voix montait, 4 années de souffrance contenue explosant enfin. Qui vous a donné le droit de décider de mon bonheur à ma place? Calixte se leva à son tour, ses yeux brillants de larmes contenues. J'avais 29 ans, Isoria. J'y étais chirurgien, j'y étais habitué à réparer, à guérir, et là je découvrais que mon propre corps était cassé. Ma masculinité était atteinte au cœur. Je ne me sentais plus digne de toi. Plus digne de moi? Elle le dévisagea avec incrédulité. Calixte, je vous aimais, vous, pas votre capacité à procréer. Le silence tomba entre eux comme une chape de plomb. Ils se faisaient face dans ce salon étranger, portant enfin au grand jour le secret qui les avait détruits. D'ailleurs, reprit Isoria d'une voix brisée, vous savez ce qui est le plus ironique dans cette histoire? Quoi? Les examens S étaient trompés. Vous n'étiez pas stérile. Calixte la regarda sans comprendre. Comment le savez-vous? Parce que votre ami, le docteur Morel, a reconsulté votre dossier il y a 6 mois. Il voulait comprendre pourquoi vous refusiez toujours de refaire des examens de contrôle. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Erreur de laboratoire, inversion des échantillons. Vous étiez parfaitement fertile, Calixte. Et parfois, la vérité fait plus mal que tous les mensonges. Le silence qui suivit la révélation d'Isoria fut si dense qu'il sembla aspirer tout l'oxygène de la pièce. Calixte la fixait, le visage livide, comme un homme qui vient de recevoir un coup de massue en plein cœur. « Une erreur », murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Une erreur de laboratoire. » Isoria essuyait ses larmes d'un revers de main, mais d'autres prenaient déjà leur place. Inversion des échantillons avec un autre patient. Vous n'avez jamais été stérile, Calixte. Jamais. Il s'effondra littéralement dans son fauteuil, la tête entre les mains. Ses épaules tremblaient, secoué par des sanglots silencieux qui remontaient des profondeurs de son être. 4 ans, chuchota-t-il. 4 ans à vivre avec cette culpabilité. 4 ans à me dire que j'avais bien fait de te libérer. 4 ans à me sentir incomplet. Et moi, répliqua Isoria, sa voix brisée par l'émotion. 4 ans à croire que je n'avais pas été assez bien pour que vous ayez envie de construire une famille avec moi. 4 ans à me demander ce qui clochait chez moi. Ils restèrent là, face à face, portant ensemble le poids d'un gâchis monumental. Tout ce temps perdu, toute cette souffrance inutile, ces 4 années où ils étaient évités, où ils avaient appris à vivre avec un cœur troué, alors qu'un simple malentendu était à l'origine de leur séparation. Isoria. Calixte releva la tête, ses yeux rougis par les larmes. « Je suis désolé, tellement désolé. Si j'avais su,
Si j'avais eu le courage de te parler au lieu de tout décider seul, nous avons tous les deux fait des erreurs. Elle s'assit en face de lui, soudain épuisée par cette confrontation. Moi aussi, j'aurais dû me battre. J'aurais dû exiger des explications au lieu de partir en silence. Tu as eu raison de partir. J'y étais lâche. Je suis toujours lâche. Non. Elle le regarda intensément. Un lâche ne consacre pas sa vie à sauver celle des autres. Un lâche ne reste pas des heures au chevet d'une ancienne compagne qu'il croit avoir perdue. Madame Perron m'a dit que vous aviez demandé de mes nouvelles. Un sourire triste effleura les lèvres de Calixte. Votre voisine est une redoutable informatrice. Elle s'inquiète pour moi. Elle pense que je vis comme une ermite. C'est le cas? Isoria haussa les épaules. J'ai mes manuscrits, mon travail, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Il se pencha vers elle. Et vous le savez, sinon, vous ne seriez pas venu ici ce soir. Elle détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité de ses yeux gris. J'ai reçu une proposition de travail. À Avignon, 6 mois, peut-être plus. Vous allez l'accepter? Je ne sais pas. Elle inspira profondément. Avant, j'y étais sûr que oui. Maintenant, je ne sais plus rien. Calixte se leva et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur les remparts d'Uzès. La lumière dorée du couchant baignait la ville de cette douceur particulière au soir des étés en Provence. Eliane et moi, nous nous sommes séparés, dit-il sans se retourner. Quand? Le jour de votre accident. Elle a compris que je n'étais pas libre. Elle avait raison. Isoria s'approcha à son tour de la fenêtre. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre libres de notre passé. Non. Il se tourna vers elle. Mais peut-être pourrions-nous essayer de nous en libérer ensemble. Le cœur d'Isoria se mit à battre plus fort. Calixte, je ne te demande pas de m'épouser demain. Je ne te demande pas de faire comme si ces 4 années n'avaient pas existé. Il prit ses mains dans les siennes et elle ne les retira pas. Je te demande juste une chance de recommencer, différemment, honnêtement. Ça ici, nous nous faisons encore du mal. Alors au moins, nous l'aurons fait ensemble, en connaissance de cause. Ses pouces caressaient doucement le dos de ses mains. Isoria, ces 4 années sans toi ont été les plus longues de ma vie. J'ai appris à sourire, à fonctionner, même à être heureux par moments, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Les larmes d'Isoria coulaient à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Moi non plus. J'ai essayé de vous oublier, de vous détester parfois, mais je n'ai jamais cessé de vous aimer non plus. Il lâcha ses mains pour les porter à son visage, essuyant délicatement ses larmes avec ses pouces. Alors, donne-nous une seconde chance. Et Avignon? Avignon existera toujours, les manuscrits aussi. Il sourit, ce sourire qu'elle avait tant aimé et qui lui avait tant manqué. Mais nous, maintenant que nous nous sommes retrouvés. Elle ferma les yeux, sentant sa résolution vaciller. 4 années de solitude, de méfiance, de cœur barricadé. Et maintenant, cette possibilité fragile de recommencer, sans garantie, sans certitude autre que l'amour qu'ils avaient toujours ressenti l'un pour l'autre. D'accord, chuchota-t-elle. D'accord. Donnons-nous une seconde chance. Il l'attira contre lui, et elle se laissa aller contre sa poitrine, retrouvant cette sensation de être à sa place. Chez elle. Enfin, dehors, les cloches de la cathédrale Saint-Théodorie sonnaient l'heure, comme elles l'avaient fait pendant leurs 4 années de séparation, comme elles continueraient à le faire, témoins silencieux du temps qui passe, et parfois, très rarement, se rattrape. Parce que l'amour véritable mérite parfois une seconde chance. 6 mois plus tard, le manuscrit cistercien du XVIe siècle reposait enfin dans son nouvel écrin de conservation, ses enluminures restaurées révélant des bleus et des ors d'une pureté saisissante. Isoria retira ses gants de soie blanche et contempla son travail avec cette satisfaction discrète qu'elle éprouvait toujours à la fin d'une restauration réussie. Mais cette fois, quelque chose était différent. Hélène était plus seule dans son atelier. « C'est magnifique !» murmura Calixte en se penchant par-dessus son épaule pour admirer le parchemin. « Comment arrives-tu à redonner vie à quelque chose d'aussi ancien? Patience, respect et un peu de magie, je suppose. » Elle se tourna vers lui, souriant de le voir si concentré sur son travail, comme pour réparer un cœur brisé, finalement. Il déposa un baiser léger sur sa tempe, juste à l'endroit où subsistait encore une fine cicatrice. Souvenir de l'accident qui les avait remis sur le chemin l'un de l'autre. « Tu as refusé Avignon pour moi ?» dit-il. Et ce haine n'était pas vraiment une question. « J'ai refusé Avignon pour nous. » Elle se leva et s'étira, chassant la raideur de ses épaules après des heures passées penchées sur la table de travail. Et puis,
Le professeur Archambault m'a proposé de superviser les restaurations à distance. Je peux me rendre là-bas 2 jours par semaine, le meilleur des 2 mondes. Par la fenêtre entr'ouverte, les senteurs du marché du samedi remontèrent de la place aux herbes. L'ail, le basilic, les tomates gorgées de soleil, et cette rumeur joyeuse des conversations provençales qui donnait à Uzès son âme particulière. « Tu ne regrettes rien ?» insista Calixte. Issoria s'approcha de lui et posa ses mains sur sa poitrine, sentant sous ses paumes les battements réguliers de son cœur. Comment pourrais-je regretter d'avoir choisi l'amour? Ils avaient en pris leur temps. 6 mois de reconstruction patiente, de conversation jusqu'à l'aube, de silences apprivoisés. 6 mois à réapprendre à se faire confiance, à déposer leurs peurs une à une, comme on retire les couches d'un palimpseste pour révéler le texte original. Calixte n'avait pas emménagé chez elle, pas encore. Mais il passait ses soirées libres dans l'atelier, lisant pendant qu'elle travaillait, partageant avec elle ses petits repas improvisés qui avaient le goût du bonheur simple. Parfois, Madame Perron frappait à la porte avec ses éternels canistrelli et cette lueur de satisfaction dans les yeux qu'ont les femmes âgées quand elles voient l'amour reprendre ses droits. « Océane vient déjeuner dimanche », annonça Issoria en rangeant ses instruments. « Avec Guillaume et les jumeaux. Elle veut absolument te cuisiner sur tes intentions. »« Mes intentions ?» Calixte sourit. « Elles sont pourtant claires. »« Ah oui? T'aimer, tous les jours, sans me cacher, sans mentir, sans avoir peur de mes propres failles. » Il la prit dans ses bras et elle se blottit contre lui avec cette évidence retrouvée. « Et peut-être, un jour, si tu le souhaites toujours. Quoi? Fonder cette famille dont nous avons rêvé, différemment de ce que nous avions imaginé, mais ensemble. » Issoria sentit son cœur s'emballer. Ils en avaient parlé, bien sûr, au détour de certaines conversations nocturnes. L'adoption, la PMA, toutes ces possibilités qui s'ouvraient à eux maintenant qu'ils savaient la vérité. Mais l'entendre le dire si clairement, avec cette douceur et cette détermination mêlées, « Oui », chuchota-t-elle contre son cou. « Oui, je le souhaite toujours. » Le carillon de Saint-Théodorie sonna 18 heures, comme il l'avait fait ce fameux samedi où tout avait basculé. Mais cette fois, Issoria ne ressentit aucune mélancolie, juste cette plénitude rare de ceux qui ont retrouvé leur chemin après s'être longtemps égarés. « On va se promener ?» proposa Calixte. « J'ai envie de marcher avec toi dans nos rues. » Nos rues. Ces 2 mots simples contenaient tant de promesses, tant d'avenir partagé. Ils sortirent de l'atelier main dans la main, saluant au passage Madame Peyron qui arrosait ses géraniums avec un sourire entendu, remontant l'avenue de la Libération où Issoria ne ressentait plus aucune appréhension. Cette route qui avait failli les séparer définitivement était devenue celle de leur retrouvaille. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit Issoria en s'arrêtant devant la devanture de la boulangerie où ils avaient l'habitude d'acheter leurs croissants du dimanche matin. « Quoi? Nous sommes exactement les mêmes qu'avant, et pourtant, tout est différent. » Calixte serra sa main plus fort, parce que maintenant, nous savons quoi? Que l'amour ne suffit pas. Il faut aussi du courage, de l'honnêteté, et la volonté de se battre pour préserver ce qui est précieux. Le soleil déclinait doucement sur les toits de tuiles d'Uzès, baignant la ville de cette lumière dorée qui transformait chaque pierre en joyau. Dans quelques heures, Calixte repartirait chez lui comme il le faisait chaque soir. Mais demain, il reviendrait, et après-demain aussi. Et un jour, peut-être bientôt, il ne repartirait plus. Un jour, il y aurait d'autres voix dans l'atelier silencieux. Des rires d'enfants, des disputes pour des bêtises, des mamans-papas criés depuis le jardin. Une vie pleine, bruyante, imparfaite et merveilleuse. Mais en attendant, il y avait ça, leurs pas accordés sur les pavés anciens, leurs doigts entrelacés, et cette certitude paisible qu'ils ne se perdraient plus, jamais plus, car certains accidents de la vie ne sont que des détours vers le bonheur. Et vous, auriez-vous eu le courage de donner une seconde chance à un amour blessé? Parfois, les plus belles histoires naissent des cendres de nos erreurs. Croyez-vous aux secondes chances en amour? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.